Donc, pour reprendre avec cette troisième conférence ce matin et pour conclure sur cette partie sur les ressources, nous allons nous intéresser aux limites de la technologie et de l'innovation dans l'amélioration de l'efficacité avec lesquelles on utilise ces ressources. Et pour parler de ces sujets aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Florian Fizen. Florian Fizen, vous êtes économiste, vous travaillez à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Votre thèse de doctorat a porté sur la disponibilité des matériaux pour la transition énergétique et le développement de systèmes énergétiques à faible teneur en carbone. Et vous êtes aujourd'hui spécialiste des liens entre économie, transition et ressources. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. On vous propose de commencer par une présentation de 45-50 minutes. Et ensuite, comme pour les autres conférences, nous prendrons les questions de l'audience, donc que vous pouvez poser à nouveau dans l'onglet questions-réponses du Zoom. Donc voilà, vous pouvez commencer, Florian Fizen. Bonjour à tous, merci tout d'abord pour cette invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je vous propose de commencer par un rapide sondage pour un petit peu voir quelles sont les opinions qu'il pourrait y avoir sur le sujet, et notamment le cadre d'analyse qu'on va mobiliser, qui est celui de la transition énergétique. Donc, pour ça, vous pouvez rejoindre donc, ce sondage. Donc, c'est une seule question où je vais recueillir un certain nombre de réponses. Donc, utilisez le lien. Alors, je ne sais pas si on peut envoyer le lien dans le chat, voilà, merci. Je vais passer en écran partagé, comme ça permettra à tout le monde de voir le résultat du sondage. Donc, vous pouvez rejoindre avec le QR code qui est maintenant normalement à disposition de tout le monde. Donc, on a déjà 9 joueurs en cours. Donc, en fait, ce sondage, vous allez avoir accès à un certain nombre, comme une activette, c'est-à-dire une télécommande qui vous permettra de voter. Et je commencerai la session, d'ailleurs, on va commencer dès maintenant. Cette session, ça va nous permettre d'aborder la question. Alors, la question est la suivante. D'après vous, la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique devraient prioritairement reposer sur des politiques de… Alors là, c'est sans jugement de valeur. Hein, voilà, ce que j'ai observé dans la littérature, une réduction de la population, il y a des politiques néo-malthusiennes, une réduction de la richesse matérielle par habitant, que ce soit par des partisans de la décroissance ou de la sobriété, une réduction de l'intensité énergétique de la richesse, tout ce qui passerait par des politiques d'efficacité énergétique, une réduction de l'intensité carbone au travers de politiques de décarbonation de l'énergie, de passage plus généralement à des mix faibles en carbone, les énergies renouvelables, une part plus importante du nucléaire. Et puis enfin, ce qui commence à se développer, les solutions de géo-ingénierie. Là-dedans, on peut mettre éventuellement les solutions de séquestration du carbone, mais ensuite toutes les solutions techniques qui sont mises en avant pour jouer sur l'impact du CO2 sur le réchauffement. Alors voilà, je voulais simplement avoir un petit peu votre avis sur le sujet. Voilà, si on devait choisir un volet parmi parmi l'ensemble de ces 5 volets, lequel vous pourriez juger prioritaire pour mener de façon la plus efficace possible la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, on verra que selon les gouvernements, selon les nations, on a opté pour appuyer de façon différente sur différents de ces leviers. Et on verra notamment dans quelle mesure ça peut être amené à modifier les corollaires, notamment en termes de matières premières, qui est le sujet qui va nous occuper dans les 40 prochaines minutes. D'accord, donc on voit qu'ici, on a une part majoritaire de la part d'entre vous qui pensent que cette transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique devrait passer avant tout par davantage de sobriété, sobriété matérielle, réduction éventuellement ou stagnation de la richesse matérielle par habitant. Et puis ensuite, on a des proportions un peu moins importantes sur l'efficacité énergétique, la décarbonation de l'énergie, et puis encore moins important sur les politiques néo-malthusiennes et les solutions de géo-ingénierie. Je vous remercie pour ça. Je vais passer donc à la présentation. On va voir dans quelle mesure, finalement, ce qui a été choisi est susceptible de générer des problématiques importantes vis-à-vis des matières premières.
Alors, j'ai choisi comme titre au croisement des transitions, quel chemin emprunter? On va voir que la transition énergétique n'est pas en fait une seule solution, mais en fait potentiellement un panachage de solutions. Chacune de ces solutions a des conséquences en termes de carbone, évidemment, mais aussi en termes, il y a différentes conséquences qui peuvent avoir un impact selon le panachage qu'on va choisir. Et on va voir en particulier, on va apporter des éclairages sur les questions de ressources et en particulier les questions en termes de métaux qui vont être mobilisés pour la transition énergétique. Alors, le plan de cette présentation va être relativement simple. Tout d'abord, je vais commencer par introduire le cadre de l'analyse. On va voir que la transition énergétique n'est pas univoque, mais en fait, elle est plurielle. On devrait parler de transition énergétique au pluriel pour évoquer la lutte contre le changement climatique. Et on verra que l'une de ces solutions qui est souvent évoquée aujourd'hui et qui a été choisie quand même majoritairement comme outil de lutte contre le réchauffement climatique, à savoir la décarbonation de l'énergie, a un impact important en termes de matières premières mobilisées, mais aussi a des conséquences en termes énergétiques, notamment quand elle est reliée à l'épuisement des métaux. Et puis, on m'a demandé aussi d'introduire la question du recyclage. Mes derniers travaux portent également sur le recyclage et notamment dans quelle mesure finalement il pourrait y avoir un croisement des politiques de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi des politiques d'économie circulaire. Est-ce que finalement on ne pourrait pas utiliser les politiques d'économie circulaire également pour lutter contre ces questions d'épuisement des métaux et d'émissions de gaz à effet de serre, notamment au niveau de l'extraction minière. Et on verra que le recyclage lui-même, en fait, le développement du recyclage vers des hauts niveaux de taux de recyclage n'est pas toujours une panacée et peut parfois poser un certain nombre de difficultés. Alors, tout d'abord, on va se poser la question de la transition énergétique. Tout d'abord, en termes sémantiques, on voit que l'utilisation même du terme transition énergétique, en fait, invoque un parti pris dans la mesure où on a l'impression que la transition énergétique, c'est simplement le passage d'une énergie vers une autre, alors que déjà, on sait qu'historiquement, souvent, les transitions énergétiques qui ont déjà eu lieu ne sont pas simplement des substitutions d'une énergie vers une autre, mais plutôt des additions. En fait, c'est une forme additive. On va empiler des énergies par rapport à des sources d'énergie déjà utilisées. Et quand on reprend l'identité de Kaya, donc une identité très connue aujourd'hui, on peut montrer, alors même si évidemment tous ces facteurs ne sont pas indépendants les uns des autres, mais je trouve que c'est assez pédagogique, ça permet de montrer que finalement, pour arriver à un même résultat, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors ici vu sous l'angle très restrictif du CO2, mais qui représente quand même la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre, en fait, on peut utiliser différents leviers et c'est donc les leviers que j'évoquais précédemment. Et donc, pour arriver à un même résultat, c'est-à-dire une réduction des émissions de gaz à effet de serre, on peut mobiliser on peut appuyer différemment sur chacun de ces leviers. Donc, toutes choses égales par ailleurs, on peut réduire les émissions de CO2 en réduisant la population humaine, toutes choses égales par ailleurs. Donc, si on est moins nombreux, on va être amené à émettre moins de gaz à effet de serre. Évidemment, on a aussi la possibilité de jouer directement sur la richesse matérielle par habitant, notamment en développant des solutions de sobriété, des questions peut-être de décroissance dans les pays riches et puis peut-être de modération dans les pays en développement. On peut évidemment aussi mobiliser des solutions d'efficacité énergétique. Donc ici, ça reviendrait à diminuer l'intensité énergétique pour une même unité de richesse produite. C'est-à-dire on cherche à diminuer la quantité d'énergie nécessaire pour rendre le même service énergétique. On pense évidemment à des solutions d'isolation de l'habitat. Ça peut être éventuellement avoir des véhicules qui sont moins lourds, qui roulent moins vite, etc. On a des solutions également de décarbonation. Donc là, on pense évidemment au basculement d'énergies qui ont un haut contenu en CO2, donc essentiellement les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, et basculer vers des énergies qui sont plus sobres en CO2, donc
le solaire, l'éolien, la géothermie, l'hydraulique. On peut évidemment évoquer, notamment quand on est dans le cadre français, on vient souvent au nucléaire, donc évoquer le nucléaire. Et puis, de plus en plus, au fur et à mesure qu'on a du mal justement à jouer dans une mesure suffisante sur ces 4 premiers leviers, on a des solutions de géo-ingénierie qui sont de plus en plus mises en avant. Donc là, on va carrément jouer sur les conséquences du CO2 en pensant aux solutions de séquestration du CO2 et même éventuellement en jouant sur l'impact du CO2 sur le réchauffement climatique, même si ces solutions sont souvent décriées et assez mal comprises. En fait, l'impact, il y a énormément d'incertitudes là-dessus, sur notamment certains scientifiques évoquent le fait d'injecter du soufre dans l'atmosphère, etc. Voilà, donc c'est un panachage. Ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue même théorique, on ne joue pas du tout à la même déjà, on ne joue pas dans la même ordre de grandeur, mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que plus vous êtes sur des leviers qui sont situés sur votre gauche, plus on va jouer sur les causes. Donc, on va avoir besoin d'innovation socio-économique, alors que les leviers qui sont plutôt présents sur votre droite sont plutôt des solutions qui vont jouer sur le changement technique et qui vont faire appel plutôt à des solutions techniques. Donc, on est plutôt sur jouer sur les symptômes quand vous basculez sur les leviers vers la droite, et on jouera plutôt sur les causes quand on modifiera les leviers sur la gauche. Alors, si on applique cette question de la décomposition donc des émissions de CO2 appliquées à la France, pour les émissions territoriales, voilà ce que ça donne. Donc, c'est des chiffres qui sont fournis par le ministère du Développement durable français sur la période 1990-2018. On voit que les émissions de CO2 ont diminué d'environ 18% depuis 1990. On voit que les 2 premiers leviers ont joué contre la lutte contre le réchauffement climatique. En l'occurrence, on a eu une croissance économique du PIB par habitant. On a eu également une augmentation de la population. Donc, ces 2 premiers leviers ont joué défavorablement sur les émissions de gaz à effet de serre, tandis que l'intensité carbone de l'énergie et l'intensité énergétique du PIB ont diminué sur la période, donc ont permis quand même malgré tout de plus que compenser les 2 premiers leviers pour quand même arriver à une réduction des gaz à effet de serre. Ce qui est intéressant, c'est quand on compare les émissions de gaz à effet de serre par habitant de la France par rapport aux autres pays, si je puis dire, de niveau de développement similaire. Donc ici, c'est la moyenne du G7 représentée par le niveau des abscisses. On observe que la France fait mieux que la plupart des pays, mais que c'est dû essentiellement au contenu carbone de l'énergie primaire, et en l'occurrence, en grande partie par l'importance du nucléaire. Donc, on peut se poser la question de savoir si demain, on veut encore améliorer notre note carbone. Si je me permets une analogie, vous avez 18 sur 20 en maths, vous avez 5 sur 20 en français, vous cherchez à augmenter votre moyenne générale. Est-ce qu'il faut axer majoritairement sur l'augmentation de votre note en maths qui est déjà à 18 sur 20? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer à axer nos politiques sur la décarbonation de l'énergie primaire et complètement se désintéresser des autres facteurs, ou au contraire, il faut essayer d'accentuer la diminution, la réduction et l'accentuation des politiques publiques sur notamment l'efficacité énergétique et éventuellement les politiques de sobriété. Donc voilà, c'est un petit peu le cadre de réflexion que je vais ici analyser, notamment en vous présentant l'ensemble des corollaires qui peuvent être associés à une trop forte accentuation des politiques axées sur la décarbonation via le basculement vers les énergies renouvelables. Donc, ce qu'il faut bien avoir aussi à l'esprit avant d'aborder ces corollaires, c'est que derrière toutes ces statistiques et cette façon de compter le CO2, il y a aussi des choix normatifs, tout simplement parce que le comptage, la façon dont on compte, influence les résultats. Et notamment, on pourra se poser la question de l'attribution de la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a 2 approches majoritaires. Il y a une approche où on attribue les émissions de gaz à effet de serre là où elles sont produites, c'est-à-dire une approche plutôt production. Dans ce cas-là, on prendra l'approche des émissions territoriales. C'est ce qui vous est présenté pour la partie française à droite, donc l'inventaire national. C'est une approche qui est plutôt favorable aux pays développés, tout simplement parce qu'ils se sont centrés sur des activités de production plutôt peu intensives en carbone.
et ils importent massivement une grande partie de produits qui sont intensifs en carbone. À l'inverse, si vous êtes plutôt dans une approche consommation, vous allez attribuer les émissions de gaz à effet de serre à finalement celui qui consomme en bout de chaîne. Dans ce cas-là, on prendra une approche consommation et on utilisera l'indicateur de l'empreinte carbone. Et là, pour le coup, ça change de façon assez importante les émissions de carbone, enfin de CO2 par habitant. On voit que pour 2015, par exemple, on est à 10 tonnes de CO2 par habitant pour l'empreinte carbone en France, contre 6,6 tonnes pour une approche production. Vous voyez, même sur le comptage, il y a différentes façons de compter qui peut, en fait, ça peut évidemment modifier à la fois le niveau de responsabilité attribué à chacun, mais aussi la dynamique et donc, quelque part, la façon dont on est capable de remplir nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Alors, on va s'intéresser dans cette présentation aux questions de décarbonation. Depuis une dizaine d'années maintenant, ça a été massivement étudié. Effectivement, en basculant vers des énergies renouvelables, on se dit on rentre dans le cadre de la transition écologique plus globale en se basant sur des flux renouvelables. Mais ce qu'on avait eu tendance à oublier, c'est que ces énergies renouvelables ont toujours une assise matérielle et que souvent cette assise matérielle est basée très fortement sur des ressources qui restent épuisables, donc en particulier les métaux. Et donc, une littérature scientifique de plus en plus importante a essayé d'étudier toutes les caractéristiques de ces métaux qui sont nécessaires à la transition énergétique et tous les corollaires, toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Alors, premier aspect, c'est qu'en basculant vers ces nouveaux systèmes d'énergie renouvelable, on va vers une complexification croissante des systèmes de façon générale. Cette complexification croissante, elle repose à la fois sur une augmentation du nombre d'éléments mobilisés dans les systèmes d'énergie renouvelable. Le nombre d'éléments mobilisés n'a plus rien à voir avec ce que mobilisaient autrefois les énergies renouvelables du XVIe ou du XVIIe siècle. Et cette complexification, elle rend plus difficile en fait la lecture de toutes les conséquences associées à une accentuation très forte du levier de décarbonation de l'énergie, puisqu'il faut essayer de comprendre comment tous ces éléments en fait sont interreliés entre eux et aussi comment ils sont reliés à différentes problématiques, que ce soit des problématiques économiques, des problématiques techniques, des problématiques industrielles, des problématiques environnementales. Et donc, ça nécessite une véritable vision systémique pour essayer de comprendre tous les aboutissements liés à cette politique de décarbonation. Deuxième aspect, c'est un aspect quantitatif. Un certain nombre d'études se sont intéressées à l'intensité matérielle des différentes formes d'énergie et notamment elles sont intéressées au sous-ensemble de la production d'électricité en regardant un peu comment les différents systèmes de production d'électricité étaient plus ou moins intenses en matière première. Alors là, je vous ai fourni une étude assez récente qui a été faite par Antoine Boubeau, qui est un géologue au BRGM, donc l'Institut de géologie français. Et il est allé assez loin parce qu'il a regardé un peu l'empreinte matière de différents systèmes de production électrique. Et il a décomposé cette empreinte matière en différents types de matières premières, les métaux, les non-métaux et les énergies fossiles. Et puis, il vous a apporté également l'empreinte carbone des différents systèmes de production d'électricité, c'est-à-dire en équivalent kilo de CO2 par kilowattheure. Alors, ce qu'on voit, c'est que quand vous basculez des énergies fossiles qui sont au-dessus dans le graphique aux énergies renouvelables ou au nucléaire, on va diminuer drastiquement en fait, l'empreinte matière globale. On va mobiliser il y aura moins de corollaires en termes de kilos extraits par kilowattheure d'énergie produite. Et ça s'explique essentiellement, d'une part, par tout le remblai, les morts-terrains, enfin, un ensemble de ressources qui vont nécessiter d'être extraites pour pouvoir accéder aux énergies fossiles au niveau des gisements d'extraction. Donc ça, c'est vraiment le cas pour le charbon. Vous voyez, le charbon, c'est toute cette part orangée là, qui représente l'essentiel de l'empreinte matière du charbon. Et puis, ça s'explique évidemment aussi par toutes les économies en termes de tonnes d'énergie fossile
que vous n'allez plus devoir mobiliser ou alors en beaucoup plus faible quantité lorsque vous utilisez des énergies renouvelables par rapport au système d'énergie fossile. Puisque les énergies renouvelables vont malgré tout mobiliser des énergies fossiles, notamment lors de la production des matériaux qui sont nécessaires à la construction des systèmes, mais ils ne vont évidemment pas brûler ces énergies fossiles lors de la production d'électricité. Donc, grâce à ça, en fait, on réduit l'empreinte matière première, mais quand on va regarder un peu plus le sous-ensemble des métaux, alors là, la photographie change totalement. Ce qu'on voit, c'est que l'ordre, le merit order des différents systèmes bascule. Et ce qu'on observe, c'est qu'un certain nombre de systèmes de production d'électricité renouvelable vont être beaucoup plus intenses en métaux que ne le sont les autres énergies fossiles ou même le nucléaire, à l'exception de l'hydraulique qui reste quand même assez peu intensif en métaux par kilowattheure d'électricité produite. Cette photographie, on peut la multiplier et regarder ça aussi en décomposant les différents métaux. Donc, regardez un petit peu l'intensité en différentes formes de métal du système électrique dans son ensemble et répartir, par exemple, l'intensité du fer, quelle partie est absorbée par les systèmes de production d'électricité à partir de charbon, le système de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne, etc., etc. Et ça nous permet de voir un petit peu la sensibilité des systèmes à différentes formes de métaux. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est que le secteur du photovoltaïque, qui est ici les proportions roses, va absorber une grande partie des besoins du système électrique global mondial, tout simplement parce que ce système de panneaux photovoltaïques en fait, nécessite une grande diversité de métaux, des métaux de base, des métaux précieux, mais aussi surtout des métaux mineurs, qu'on appelle aussi métaux rares, qui ont des spécificités bien particulières. Donc, on va à la fois mobiliser une grande diversité de métaux, mais surtout, on va mobiliser une grande quantité, une intensité importante de différents métaux, notamment mineurs. Et ça peut poser des questions problématiques parce que ces métaux mineurs vont être davantage concentrés en termes géographiques. Certains pays vont avoir un monopole ou du moins il y aura un oligopole important sur la production de ces métaux-là. Et puis, on va voir également que ça peut avoir des conséquences énergétiques importantes. Alors, si on résume finalement cette question de corollaire en termes d'impact matériel, voilà la photographie globale, si je puis dire. Ici, l'auteur s'est amusé à simuler l'impact d'un basculement de l'ensemble du mix actuel de 2016 ou du mix futur, c'est-à-dire avec une quantité d'électricité à produire plus importante en 2040. Ils ont regardé en basculant vers un mix vert tel que décrit par le World Energy Outlook dans le scénario Blue Map. Si demain on basculait vers ce type de scénario avec une quantité d'électricité produite nécessaire comme aujourd'hui ou comme en 2040, comment ça allait appuyer davantage sur le secteur des métaux et en particulier comment on allait devoir augmenter cette consommation de métaux pour le secteur de l'énergie. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que, par exemple, pour le fer, le fait de basculer vers un mix vert, si je puis dire, va nécessiter davantage de fer, puisque en moyenne, l'intensité matérielle des énergies renouvelables en fer notamment est plus importante que ne sont les énergies fossiles traditionnelles qui sont aujourd'hui l'essentiel de la production électrique au niveau mondial. Il allait falloir augmenter la consommation du secteur électrique allait augmenter de 23% simplement avec le basculement de ce mix. Et on voit qu'on peut aller vers des facteurs d'augmentation très importants. Si demain, par exemple, il fallait basculer vers un mix énergétique vert, on verrait qu'en fait, la consommation du secteur électrique de tellure augmenterait d'un facteur 13, donc c'est absolument considérable. Donc on voit que les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes selon l'analyse de chaque métal. Mais ce qu'on voit, c'est que ça va appuyer très fortement sur le secteur des métaux. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, pour l'acier, le secteur
de l'énergie consomme à peu près entre 5 et 10% de la production d'acier mondial. Donc, on voit que déjà, il y a une forte interconnexion entre le secteur de production d'énergie et le secteur des métaux. Et si demain, on bascule vers un mix davantage vert, on va encore plus intensifier cette interconnexion entre les deux secteurs. Alors, ce que je vais essayer de montrer dans cette deuxième partie de la présentation, c'est qu'il faut aller au-delà de cet aspect quantitatif. Donc ça a été beaucoup mis en avant par plusieurs équipes au niveau mondial et certains de mes collègues. Donc attention, demain, si on bascule vers un mix davantage vert, en appuyant essentiellement sur le levier de décarbonation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on va avoir une question de consommation intensifiée de métaux à se poser. Mais ce que j'ai voulu montrer dans mes travaux, c'est qu'il faut aller au-delà de cet aspect quantité et aussi se poser la question de la qualité, puisqu'on a des véritables problématiques qualitatives qui se posent aussi lorsqu'on va mobiliser davantage de métaux. Alors, je vous propose d'aborder un de ces aspects qualitatifs, c'est celui de l'épuisement des métaux. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en parallèle de ces questions d'émissions de gaz à effet de serre, de politique environnementale, on a aussi une question d'épuisement des métaux qui se pose, et notamment une question de dégradation qualitative des minerais extraits de différents métaux. Alors, ce que j'ai montré ici, c'est l'évolution de la teneur des gisements en cuivre depuis le début du 19e siècle, enfin du 20e siècle, pardon, à la fois au travers de la teneur moyenne de différents gisements en exploitation mondiaux. On voit que cette teneur diminue au fur et à mesure de leur mise en exploitation. Et à droite, vous avez cette même teneur, enfin la teneur moyenne en cuivre à la fois de différents états. Hop là, je voulais déplacer un petit peu là, voilà, on voit bien la légende. À la fois au niveau des États-Unis, des gisements, la teneur moyenne au niveau des gisements canadiens, australiens également, et on voit que la teneur moyenne en fait a tendance à baisser. Elle était d'environ 4%. Teneur en cuivre des minerais en extraction était de 4% en 1900. Elle a baissé à 1% en 2010. Et aujourd'hui, les gisements, la moyenne des gisements est autour de 0,8%. On voit qu'on a une baisse au fur et à mesure du temps. On va aller chercher, et c'est bien logique, c'est la logique économique, on va aller chercher les gisements les plus concentrés, puis au fur et à mesure de l'épuisement de ces gisements les plus concentrés, on va les taper dans les stocks qui sont davantage dilués. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le fait de taper dans des stocks qui sont de plus en plus dilués a un impact en termes de consommation d'énergie. Donc ici, c'est une régression qu'on a fait avec un collègue ingénieur en 2015, un travail qui a été publié en 2015, où en fait on a simplement reporté la consommation énergétique de différents métaux en gigajoules par tonne en ordonnée avec leur teneur dans les gisements. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a une relation décroissante entre les deux et que grosso modo, les métaux qui sont très fortement concentrés dans les gisements ont tendance à avoir une consommation unitaire pour être extrait qui est plus faible. À l'inverse, quand vous faites de l'extraction de platinoïdes, d'or ou de métaux précieux qui sont très peu concentrés, vous allez avoir des ordres de proportion de consommation d'énergie qui sont des facteurs, des multiples beaucoup plus importants. Et donc, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est finalement, si demain on bascule vers des énergies renouvelables, on a basculé vers des flux d'énergie renouvelable en termes d'énergie, mais on repose toujours sur une assise matérielle qui, elle, s'appuie sur des matières épuisables. Et ces matières épuisables continuent malgré tout de s'épuiser. En s'épuisant, on va chercher des gisements qui sont de moins en moins concentrés. Ces gisements sont de moins en moins concentrés, donc ils nécessitent toujours plus d'énergie pour pouvoir extraire la même quantité de matières premières. Donc tout ça risque d'avoir un impact sur le secteur d'énergie qui quand même a pour vocation avant tout de produire de l'énergie nette pour les autres secteurs économiques. Donc pour ça, on a mobilisé en fait, pour étudier cette pratique, on a mobilisé un indicateur qui est aujourd'hui assez populaire, qui est celui de l'Energy Return on Investment, donc le taux de rendement énergétique, qui est simplement le rapport entre au numérateur ce que produit un système d'énergie en termes d'énergie out,
Donc, c'est la quantité d'énergie que, par exemple, quand vous faites de l'extraction de pétrole, la quantité de pétrole et la valeur énergétique associée à cette quantité de pétrole. Et on fait le ratio au dénominateur de l'énergie incorporée dans le système, à la fois pour produire le système d'extraction de l'énergie, assurer son maintien lors de l'extraction de l'énergie, et puis éventuellement son démantèlement. Et donc, cette quantité d'énergie directe et indirecte incorporée en joules, c'est donc ce qu'on appelle l'énergie in, et ça constituera le dénominateur du ROI. Alors, on voit que ce ROI, il a un seuil fatidique, c'est le seuil du 1 pour 1. Quand votre système d'extraction d'énergie, finalement, produit autant d'énergie que ce qui est nécessaire pour pouvoir assurer son maintien, bah, finalement, vous n'êtes plus sur une source d'énergie nette. Si même on pourrait imaginer si votre ROI descend en dessous de 1, vous êtes sur un vecteur énergétique, mais pas quelque chose qui est une source d'énergie nette pour d'autres secteurs. Donc, ça a été massivement étudié aussi, ces questions de ROI, notamment par l'équipe de Charles Hall aux États-Unis. Ils ont montré grosso modo que le ROI a tendance à diminuer dans le temps, notamment le ROI des énergies fossiles, du fait de l'épuisement. Et on a aussi un certain nombre d'autres études qui ont essayé de voir si demain on basculait vers des énergies renouvelables, est-ce que ça n'allait pas accentuer cette baisse du ROI, puisque ces énergies sont plus diffuses, elles ont tendance à avoir un ROI plus faible. Tout ça est encore en cours de discussion. Mais nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que finalement, en basculant vers les énergies renouvelables, on a aussi la problématique des métaux qui continuent de rester en suspens. Ces métaux consomment plus d'énergie, donc ils vont, en s'épuisant, augmenter l'énergie in, et donc ça va dégrader le ROI. Donc, on voit ici qu'on a une boucle de rétroaction positive qui a été mise en avant dans l'ouvrage de Philippe Dewey, qui s'est intéressé aussi à la question des métaux. Donc, en fait, on a essayé de modéliser cette boucle de rétroaction. On a des énergies qui sont de moins en moins concentrées, parce qu'on bascule notamment vers des énergies vertes qui sont plus diffuses, qui nécessitent du coup davantage de matières premières sous forme métallique, notamment via une hausse des intensités métaux des différentes formes d'énergie pour produire la même quantité de kilowattheure. En même temps, on a des métaux qui réclament de plus en plus d'énergie sous un double effet, un effet quantité, puisqu'il faut davantage de métaux pour les systèmes d'énergie renouvelable pour produire la même quantité d'énergie, mais aussi parce que pour produire la même quantité de métaux à partir des gisements primaires, il faut aussi plus d'énergie parce que la teneur a tendance à diminuer. Donc, tout ça demande une hausse de l'énergie requise, donc nécessairement demande d'accentuer la quantité d'énergie renouvelable en place. Donc tout ça peut s'accentuer et au fur et à mesure du temps, on pourrait voir imaginer l'émergence de ce type de boucle de rétroaction négative. Donc c'est assez problématique. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de mesurer finalement la sensibilité des différentes formes d'énergie, notamment la sensibilité en termes de ROI des différentes formes d'énergie à l'épuisement de différents métals et puis à l'épuisement de l'ensemble des métaux qu'elles mobilisent. Alors ici, par exemple, sur le graphique du dessus, ce qu'on voit, c'est cette barre noire verticale, c'est la teneur actuelle du cuivre, la teneur minimum des gisements. Vous avez le niveau de ROI des différents systèmes de production d'électricité. Ce qu'on a regardé, c'est en faisant varier la teneur du cuivre, on connaît comment ça va impacter la consommation énergétique, donc comment ça va impacter l'énergie in incorporée dans le système de production électrique et donc comment ça va impacter l'évolution de son taux de rendement énergétique. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des systèmes, par exemple pour l'épuisement du cuivre, qui sont beaucoup plus sensibles ou beaucoup moins sensibles à cette même diminution qualitative de la teneur en cuivre. Donc, par exemple, le système de photovoltaïque à cadmium-tellurium est très sensible en fait à l'évolution de la teneur en cuivre, tandis que le nucléaire, lui, notamment les réacteurs à eau pressurisée tels qu'utilisés actuellement en France, est assez peu sensible à l'épuisement isolé du cuivre. On a fait la même chose pour le chrome, le nickel. Voilà, je vais pas multiplier les analyses et on l'a fait ensuite à l'ensemble en prenant en compte l'ensemble des métaux qui vont être mobilisés par les systèmes. Donc ici, le graphique ici de la manière suivante.
Ici, vous avez un ratio de déplétion, enfin d'épuisement. Donc, le ratio de 1, c'est-à-dire que tous les métaux sont à la teneur actuelle. Le ratio de 0,10, c'est-à-dire on divise par 10 de façon arbitraire la teneur de tous les métaux. Alors, on sait bien que tous les métaux ne s'épuisent pas à la même vitesse, mais c'est un peu pour montrer comment l'impact simultané de l'épuisement des teneurs de l'ensemble des métaux qui sont mobilisés par les systèmes électriques peuvent impacter les différents systèmes. Ce qu'on voit, c'est que finalement, si la transition énergétique se résume simplement à décarboner notre énergie et qu'on ne traite pas la problématique plus générale de la transition écologique, notamment la problématique aussi de l'épuisement des ressources naturelles, finalement, on n'a pas vraiment résolu la question et on s'expose à une baisse rapide, ou du moins importante, à plus ou moins long terme, du taux de rendement énergétique des systèmes de production d'énergie, et notamment renouvelables. Et c'est problématique parce qu'on a aussi montré dans d'autres travaux qu'il y avait un lien entre ROI et croissance économique, et que si demain on veut continuer à avoir de la croissance économique, ça implique davantage d'énergie pour les différents secteurs économiques. Et on a montré qu'il y a des relations entre le ROI et la croissance économique, et que passer un certain niveau de ROI, notamment si on passe en dessous du seuil de 10 à 12, on peut avoir des problématiques très importantes en termes de croissance économique, puisqu'on n'aura plus suffisamment d'énergie nette pour pouvoir continuer à assurer la consommation des secteurs économiques. Alors, ces travaux, il y a plein de limites. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plein de biais à la fois positifs et négatifs qui pourraient changer les résultats. Je ne vais pas tous les détailler, simplement, par exemple, un biais qui a tendance à rendre nos résultats plus positifs que ne le serait la réalité, c'est notamment le fait qu'on considère ici que le système isolé, on n'a pas pris en compte l'ensemble des métaux qui sont nécessaires éventuellement si vous mettez derrière un système de stockage de l'énergie pour pallier l'intermittence des énergies renouvelables. Éventuellement, on n'a pas pris en compte non plus le réseau. Si derrière, vous avez besoin du réseau, ça peut multiplier l'intensité matérielle de votre énergie renouvelable. On n'a pas pris en compte le fait que si vous basculez vers des gisements avec des concentrations beaucoup plus faibles, la façon dont est agencée la maille cristalline change totalement. Donc, ça nécessite d'autres types de production éventuellement beaucoup plus énergétiques. Il faut aussi modifier la taille du broyage. Il y a plein d'autres aspects. On ne prend pas en compte d'autres aspects environnementaux. Si vous faites beaucoup plus d'extraction, au bout d'un moment, vous avez d'autres problématiques uniques, mais qui ne sont pas uniquement liées aux émissions de gaz à effet de serre, mais potentiellement tous les rejets toxiques à gérer. Mais d'un autre côté, on a aussi d'autres aspects qui ont tendance à rendre nos résultats plus négatifs qu'ils ne le sont dans la réalité, notamment parce qu'on ne prend pas en compte ici de possibilités de progrès techniques, notamment au niveau de l'efficacité énergétique du processus d'extraction. Vous voyez, il y avait cette relation inversement proportionnelle, mais ce qu'il faut voir dans le temps, on a tendance à quand même réussir à réduire la quantité d'énergie nécessaire pour extraire la même quantité de matières premières, pour essayer de compenser l'effet de l'épuisement de la teneur. Mais de récents travaux d'un géophysicien qui est Olivier Vidal ont montré qu'en fait, vous avez quand même une courbe en U, c'est-à-dire vous pouvez vous rapprocher des minimums thermodynamiques grâce aux progrès techniques, mais arrivé à un moment, vous allez vous rapprocher du minimum ce que vous pouvez avoir atteint, et du coup, l'effet d'épuisement va l'emporter et va finir par continuer en fait, à faire progresser la consommation énergétique unitaire par tonne au fur et à mesure que vous épuisez le gisement. Vous n'avez pas non plus des effets de dématérialisation. Vous pouvez essayer de diminuer l'intensité matière des différents systèmes de production d'électricité. Il faut imaginer que c'est possible. On a par exemple sur le silicium, le Fraunhofer Institute, donc un institut allemand du renouvelable, a montré que, en fait, on a drastiquement baissé les quantités de silicium pour produire les mêmes quantités d'énergie au fur et à mesure du temps. Notamment, on a eu un facteur, c'est un facteur 3 en 10 ans sur le silicium en termes d'intensité silicium par mégawatt de puissance. Donc, on a quand même des possibilités de dématérialisation, même si on imagine bien entendu qu'on ne pourra pas descendre à zéro. Il faudra toujours une assise matérielle pour pouvoir continuer à capter de l'énergie.
Alors, outre levier potentiel, pour essayer d'amoindrir ces problématiques, ces corollaires associés à la décarbonation, il nous vient évidemment la question du recyclage. Alors, le recyclage, je vais l'aborder très rapidement compte tenu du temps qui met à disposition. Globalement, quand vous écoutez le discours qui est retranscrit souvent au travers de grands instituts de l'économie circulaire, mais même au niveau du gouvernement, de la presse, on a l'impression que c'est quand même quelque chose d'extrêmement prometteur parce que ça permet de résoudre d'une pierre deux coups, voire d'une pierre de multiples coups, notamment parce que le recyclage, c'est des économies de gaz à effet de serre, parce que les métaux recyclés consomment moins d'énergie, ils émettent moins de gaz à effet de serre. Par exemple, pour l'aluminium, on fait des économies en termes d'énergie d'environ 90% par rapport à l'aluminium primaire. On évite un certain nombre de rejets au niveau de l'extraction, mais aussi au niveau de l'aval de la chaîne de valeur, c'est-à-dire au niveau des déchetteries, au niveau des décharges. On économise de l'espace et en même temps, pour les pays développés qui ne sont pas des pays miniers, comme c'est le cas de la France, on peut aussi accentuer l'indépendance géopolitique. Donc, en fait, on a un peu l'impression que c'est la solution, la panacée qui nous permettra de résoudre à la fois nos problématiques de transition énergétique en atténuant l'impact de la décarbonation, mais aussi potentiellement en s'inscrivant plus généralement dans la transition écologique et les problématiques de soutenabilité, notamment pour les ressources. Or, quand vous regardez un peu la photographie des taux de recyclage en fin de vie des différents éléments, donc ça, c'est les chiffres, ce n'est pas mes chiffres, hein, c'est ceux de l'UNEP, donc l'Institut Matières Premières et Environnement de l'ONU, donc de 2011. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, malheureusement, c'est très décevant. Bon, ça se distingue selon les différents types de métaux. Grosso modo, les métaux majeurs, comme par exemple le fer, le nickel, le cuivre, sont très bien recyclés, du moins à plus de 50% sur l'ensemble du cycle de vie. Les métaux précieux sont également très bien recyclés, les platinoïdes, l'argent, l'or, et puis une myriade de petits métaux, de métaux technologiques, ce qu'on appellera aussi métaux mineurs ou métaux rares, eux ne sont pas du tout recyclés. C'est ce qu'on voit ici partout en rouge, en orange ou en jaune. Souvent, ils ont un taux de recyclage en fin de vie qui est inférieur à 1%, et tout ça finit au rebut et on n'a pas les moyens ensuite de les récupérer. Donc, en fait, ça contraste très fortement avec l'idée de mine urbaine qu'on nous vend souvent dans la presse, où on a l'impression finalement que ce n'est même pas la peine d'aller chercher des métaux et d'avoir potentiellement un impact très important au niveau de la mine. Il suffirait d'aller directement extraire ces métaux dans nos décharges où ils sont présents en très grande quantité et à des concentrations très fortes. Alors, dans un récent travail que j'ai publié cette année, j'ai compilé, notamment ici pour les déchets électroniques, les teneurs des différents éléments. Donc c'est à partir c'est une sorte de méta-analyse des différentes études de caractérisation des déchets. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la solution, enfin, la question de cette concentration dans les mines urbaines, elle est loin d'être évidente. Donc effectivement, pour le cuivre que vous avez ici, en rouge, vous avez la concentration dans les mines. Et les petits ronds transparents et le carré, c'est en fait la concentration dans les cartes imprimées d'ordinateur. On voit que pour le cuivre, effectivement, c'est le cas. Vous avez un facteur 100 en termes de concentration. Donc, ça va être très intéressant d'aller rechercher le cuivre dans les cartes imprimées d'ordinateur. Par contre, pour d'autres métaux, donc on pense à l'aluminium, mais on pense aussi à une myriade de petits métaux mineurs. En fait, les concentrations sont souvent 10 000, 100, 10 000 fois inférieures dans les cartes imprimées qu'ils ne le sont dans les mines. À l'inverse, à nouveau, dans les métaux précieux qui sont très bien récupérés dans les cartes imprimées d'ordinateur, sont aussi très fortement concentrés par rapport à leur équivalent minier. Donc tout ça va avoir des conséquences en termes de taux de recyclage et ce que je vais essayer d'expliciter très rapidement dans les minutes à venir. Alors jusqu'à maintenant, il y a un certain nombre d'études qui sont intéressées à la fois aux déchets municipaux, quels sont les différents facteurs qui influencent le taux de recyclage des déchets municipaux. Notamment, ils vont montrer qu'il y a un effet du revenu des habitants, du niveau d'éducation, de l'âge, de la taille. Ils sont intéressés aussi au phénomène de politique publique. Est-ce que la tarification des déchets augmente le taux de recyclage? On a des modèles à équations simultanées qui sont assez performants, mais qui sont centrés essentiellement sur l'industrie du cuivre et de l'aluminium, c'est-à-dire des métaux qui sont déjà recyclés. Et puis, on a des études de caractérisation des déchets
qui sont plutôt des études chimiques où on va regarder la concentration des différents métaux dans les produits et on va les comparer notamment avec leur équivalent à partir des mines primaires. Ce qu'a montré cette littérature, c'est globalement ce que diront les économistes, l'élasticité prix de l'offre de métaux secondaires, c'est-à-dire en gros de la façon dont l'industrie de recyclage réagit au prix des métaux est plutôt faible. C'est-à-dire que grosso modo, quand le prix des métaux augmente de 1%, cette industrie a peu de faculté à pouvoir s'ajuster à la hausse, et notamment pour l'aluminium et le cuivre, cette littérature a montré que lorsque le prix monte de 1%, grosso modo, elles mettent à disposition davantage de métaux recyclés, mais seulement dans une proportion beaucoup plus faible, de 0,2 à 0,3% en plus. Donc, ce que j'ai essayé de montrer dans mes récents travaux, c'est de m'intéresser pas seulement aux métaux qui étaient recyclés, mais à l'ensemble des métaux, notamment à la myriade de métaux mineurs qui sont utilisés massivement dans les produits électroniques, mais aussi dans les nouvelles formes d'énergie renouvelable, pour essayer de regarder, en fait, finalement, est-ce que ça allait être si évident que ça d'augmenter le taux de recyclage pour l'ensemble de ces métaux. Alors, je me suis intéressé à un taux de recyclage bien particulier, en fait, il existe différentes formes de définition de taux de recyclage. Ici, je me suis intéressé au taux d'efficacité du recyclage. C'est globalement la quantité qui est collectée au niveau de la décharge de déchets c'est plutôt ce qu'on arrive à recycler effectivement de métaux sur ce qui a été effectivement collecté. Donc, c'est un petit peu différent du taux de recyclage des éléments en fin de vie ou même du contenu recyclé de la production. Alors, voilà les données sur les cartes imprimées d'ordinateurs qui nous sont fournies par l'UNEP. Ce qu'on voit, c'est grosso modo, dans vos cartes imprimées d'ordinateurs, donc dans les déchets électroniques d'ordinateurs, ce qui domine en masse, c'est essentiellement le fer, l'aluminium, le cuivre, le plomb, et puis après, dans des proportions beaucoup plus faibles, d'autres types d'éléments, une myriade d'autres éléments. En valeur, par contre, ce qui domine très massivement, c'est l'or, le cuivre, l'aluminium, l'étain, le nickel, le plomb, et après tout le reste. Ça représente une fraction de la valeur totale des métaux qui sont récupérables dans les cartes imprimées d'ordinateur. Et ce qui est effectivement récupéré, c'est-à-dire quand on multiplie tout ça par le taux de recyclage, on voit que ça va accentuer les parts des métaux qui représentaient la fraction la plus importante de la valeur, c'est-à-dire l'or, le cuivre, l'aluminium, l'étain et le nickel. Alors, si je résume ça d'une autre façon, c'est grosso modo, il n'y a pas de secret. Donc ici, vous avez tous les éléments qu'on trouve dans les cartes imprimées d'ordinateur, un peu plus d'une trentaine. Vous avez en blanc ce qui est recyclé effectivement, en rouge ce qui n'est pas récupéré. Vous avez le niveau de dilution, donc un niveau de dilution de 1, c'est 100% de concentration. Un niveau de dilution de 10, vous êtes concentré à 10%, etc., etc. Et vous avez le prix de chaque métal en ordonnée. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que, grosso modo, le recycleur, son business model, il est relativement simple. Il va chercher ce qui est très fortement concentré, même si ça n'a pas de valeur unitaire très élevée. C'est essentiellement les métaux majeurs qu'on voit ici en bas à gauche. Il va les récupérer, évidemment, les métaux précieux, qui sont très peu concentrés, qui sont très, très fortement dilués, mais dont la valeur unitaire est extrêmement importante. Donc, le produit des deux, c'est la taille des bulles. C'est important, ça représente l'essentiel de la valeur des cartes imprimées. Et puis par contre, tout ce qui est en rouge, la myriade de métaux mineurs, ça, il va s'en désintéresser totalement. Parce que c'est pas, en fait, ça ne va pas couvrir une grande partie de l'activité de co-recyclage. Donc, il va laisser tomber et il ne va pas le recycler. Alors, on peut essayer de faire des modélisations statistiques. Je n'ai pas forcément le temps de tout développer. On peut traiter du fait que ça soit linéaire, non linéaire. Je passe sur les analyses statistiques et le détail. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'avec des modèles relativement simples qui intègrent assez peu de variables, on peut reproduire l'essentiel de la variabilité des taux de recyclage entre les différents métaux. Et ce qu'on montre à l'issue de ces travaux, c'est que d'une part, le prix a finalement, et pour le coup, je suis un économiste, donc je m'intéresse essentiellement à l'effet prix, mais pour le coup, on a assez peu de marge de manœuvre en augmentant les prix des métaux. C'est-à-dire que si demain, par exemple, on met en œuvre des politiques d'internalisation des externalités, notamment en mettant une taxe CO2, vous allez faire augmenter le prix des métaux, mais de façon très faible, à l'exception de l'aluminium et l'acier qui sont très intensifs en énergie. Mais les autres métaux, vous allez augmenter grosso modo de 1 à 3% leur prix.
Et comme en fait le taux de recyclage est très faiblement relié au prix, grosso modo, quand vous multipliez le prix des métaux par 3, vous n'augmentez que de 8 points de pourcentage le taux de recyclage, donc c'est très faible. Donc en fait, on voit que finalement, ce ne sera pas par des politiques économiques qu'on va pouvoir augmenter très fortement le recyclage, du moins pas en modifiant le prix des métaux. Par contre, d'un point de vue technique, il y a vraiment des choses à faire, notamment du point de vue de l'éco-conception. Avec ces mêmes données, on a pu montrer qu'en augmentant d'1 point de pourcentage la concentration d'un métal dans les cartes imprimées d'ordinateur, on augmente environ de 2,5 points le taux de recyclage des différents métaux. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser. Et puis, on a un effet de compétition, évidemment, qui existe aussi entre les mines et le recyclage à partir des déchets. C'est que, grosso modo, si votre produit est plus concentré votre métal est plus concentré dans le produit qu'il ne l'est dans les mines, on observe en moyenne un taux de recyclage qui est plus élevé. Effectivement, si vous avez un produit, un métal qui est vraiment beaucoup plus dilué qu'il ne l'est dans la mine, on va aller le chercher dans la mine plutôt que simplement s'amuser à aller le recycler. Ce qu'on a mis aussi en avant, c'est que potentiellement, tous les leviers de l'économie circulaire ne sont pas forcément compatibles entre eux. Notamment quand on pense à l'éco-conception. Si l'éco-conception, ça se résume à diminuer la concentration dans les produits pour réduire l'usage, pour éviter de consommer trop de matériaux, ça peut potentiellement torpiller le business model du recycleur. Parce que le recycleur, lui, ce qu'il va chercher, c'est de la valeur dans les produits sous forme de matières premières, sous forme de métaux. Donc, si on lui réduit la concentration des différents métaux et que potentiellement on multiplie en plus le nombre d'éléments et le nombre de composants qu'il y a dans le produit, en fait, vous accentuez les coûts, vous accentuez ces coûts et vous diminuez ces recettes. Donc, vous diminuez l'incitation à aller récupérer ces métaux. Je vais passer sur tous ces éléments-là. Il y a plein d'autres contraintes aussi qu'il faudrait lever. Tout ça est extrêmement complexe. Les métaux sont aussi interconnectés au niveau de l'extraction primaire, ce qui fait que des fois, en bannissant certains métaux, par exemple le plomb, vous allez aussi bannir éventuellement les substituts au plomb qui eux-mêmes sont des coproduits ou des sous-produits du plomb au niveau de l'extraction minière. Donc, quand vous chassez l'un des éléments, par exemple pour des raisons de toxicité, et que vous allez le substituer par un autre métal, immédiatement l'autre métal, la production à disposition de l'autre métal diminue parce qu'elle est liée à la production du plomb qui diminue parce que vous diminuez la consommation de plomb. Donc, tout ça est en fait extrêmement complexe et il y a plein d'autres problématiques, mais que je n'aurai pas le temps d'aborder directement dans cette présentation. Donc, j'en viens aux éléments de conclusion. Finalement, sur la problématique de la transition énergétique, ce que j'ai voulu montrer au travers de cette présentation, c'est que finalement, si on pense transition énergétique essentiellement à base de décarbonation, finalement, c'est trop réducteur dans la mesure où l'efficacité énergétique a moins de corollaires que la décarbonation. Et paradoxalement, quand vous observez le plan pluriannuel de l'énergie français, on a davantage d'objectifs, c'est-à-dire on s'est fixé des objectifs plus ambitieux sur l'efficacité énergétique. Mais paradoxalement, on sait qu'il y a moins de corollaires, on a des objectifs plus ambitieux sur l'efficacité énergétique, mais on donne moins de ressources à l'efficacité énergétique. Quand je regarde un petit peu les budgets, les enveloppes budgétaires fournies à l'efficacité énergétique, par exemple MaPrimeRénov', qui est l'enveloppe pour l'efficacité énergétique dans l'habitat, c'est 740 millions d'euros en France sur la dernière année, compte 4,6 milliards fournis à la décarbonation, notamment via la CSPE, et 680 millions pour le développement des énergies thermiques aussi via la CSPE. Donc en fait, c'est un peu paradoxal. On devrait accentuer davantage l'effort sur l'efficacité énergétique, notamment parce qu'il y a moins de corollaires, mais on donne moins d'argent pour accentuer cet effort sur la sobriété. De manière générale, je dénonce également le fait qu'on met parfois aussi, le gouvernement le fait aussi, il met en avant la sobriété, notamment dans le rapport pluriannuel, il faudrait davantage de sobriété énergétique en plus de l'efficacité énergétique. Mais quand vous regardez un petit peu le discours, vous observez simplement que le nombre d'occurrences, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on parle effectivement d'efficacité énergétique, c'est à peu près 103 fois dans le rapport, compte 4 fois pour la sobriété. Et malheureusement, la sobriété, on n'a pas mis d'outils derrière la sobriété, on a simplement renvoyé à une responsabilité individuelle. Ce serait le citoyen lui-même de se responsabiliser pour faire davantage de sobriété. Donc,
en résumé, je pense qu'on a davantage besoin d'efforts sur l'efficacité énergétique plutôt que vraiment de tout mettre le paquet sur la décarbonation du mix pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut aussi plus de promotion de la sobriété sans renvoyer sans cesse à une responsabilité individuelle, c'est-à-dire mettre des outils et potentiellement des outils socio-économiques pour changer les choses en termes de sobriété. Et de façon plus générale, arrêter de penser à alléger les symptômes, d'ailleurs un peu comme la façon dont on fait de la médecine symptomatique. Il faut agir sur les causes et donc agir davantage sur les premiers leviers de l'identité de Kaya. Ça ne veut pas dire, comme on l'entend parfois un peu, la solution tarte à la crème, ça ne veut pas dire revenir comment dire, à l'homme des cavernes ou même aux années 50. Ça nécessite des innovations socio-économiques, mais il faut se poser cette question, il faut se laisser, si je puis dire, l'esprit libre et le champ libre pour pouvoir penser ces nouvelles innovations socio-économiques et pas simplement raisonner en termes de changement technique et d'innovation technique pour résoudre ces problématiques d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je serais très heureux de prendre toutes vos questions de façon générale. Merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment passionnante. Nous allons passer aux questions et je vais donner la parole à Camille pour la première question. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Je reviens un petit peu au début de votre présentation où vous montriez les spécificités entre chaque pays et rien qu'au sein du G7. Et dans ce contexte, je me demandais dans quelle mesure il était possible d'envisager une politique commune de transition énergétique, par exemple à l'échelle de l'Europe de l'Ouest, ou bien sinon, est-ce qu'il faut mettre davantage de l'accent sur des stratégies unilatérales avec également les risques géopolitiques que cela peut comprendre? Merci. Merci pour cette question. C'est une question qui est pas évidente. Elle renvoie à un problème de gouvernance de façon générale. Alors, dans le meilleur des mondes, il faudrait pouvoir coordonner les politiques de transition énergétique, notamment avoir une vraie réflexion à l'échelle européenne, avoir des politiques de recherche et développement à la fois sur les leviers socio-économiques, sur les leviers techniques qui soient coordonnés à l'échelon européen. Malheureusement, on voit bien qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour des choix sociétaux, on voit la différence par exemple entre l'Allemagne et la France, notamment sur le levier du nucléaire. On n'a pas du tout les mêmes façons d'appréhender les risques associés aux différentes formes d'énergie. Donc, malheureusement, je pense que ça serait difficile de coordonner ces politiques énergétiques à l'échelon européen, même si ce serait nécessaire. De façon plus générale, je pense qu'il y a trois utopies. C'était donné par l'un de mes professeurs d'économie de l'environnement. Quand on parle de réchauffement climatique, on avance souvent trois utopies. Il y a l'utopie on va résoudre le réchauffement climatique en ayant une gouvernance supranationale. Donc, c'est un petit peu cette question de finalement, ce qui pose problème, c'est la question de la propriété des gaz à effet de serre, les problématiques de concertation, notamment sur les politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Il faudrait avoir une gouvernance supranationale qui permet d'imposer un effet top-down. Mais on voit bien que jusqu'à maintenant, quand même, ça fait 30 ans qu'on en discute, même avec les accords de Paris. Alors, on se félicite pour signer des accords toujours plus restrictifs, mais en fait, personne ne les respecte. Donc, en l'occurrence, la solution supranationale, elle paraît quand même… j'aimerais pouvoir dire que ça va probablement peut-être un jour marcher, mais pour l'instant, je suis assez sceptique sur la coordination au niveau, même à l'échelon européen. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait acté. Par contre, je pense qu'on a une carte à jouer sur les territoires. Il y a des mouvements de villes en transition, des choses qui sont faites au niveau des cantons, même au niveau des municipalités. Donc, je pense que là, on peut récupérer, même si finalement les villes n'ont pas tous les budgets, ni même ils n'ont pas comment dire, forcément les marges de manœuvre en termes de politique publique pour agir sur l'ensemble des leviers du réchauffement climatique, mais on peut commencer à faire des choses où on agira peut-être de façon beaucoup plus rapide et aussi de façon beaucoup plus ciblée avec les problématiques du territoire que vraiment avoir cette volonté de politique coordonnée à des échelles macroscopiques qui sont souvent très larges et puis qui ont souvent des problématiques très, très différentes. Comme vous l'avez vu,
On a accès, pour les différents pays du G7, on a accès sur différents leviers. Mais ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que selon les ressources de chacun, des différents pays, c'est aussi pour ça qu'on a mobilisé différents leviers d'action de l'identité de Kaya. Donc, bon, voilà, vous comprenez que la Suède, par exemple, qui a énormément d'hydraulique, on ne pourra pas mobiliser dans le même ordre de grandeur la décarbonation via la très grande hydraulique dans un pays comme l'Allemagne, par exemple. Ça paraît évident parce que ça dépend des ressources naturelles à disposition de chaque État. Donc, la solution, moi, je pense quand même qu'il faut une coordination globale, c'est-à-dire qu'on arrive à s'astreindre à ce que tout le monde respecte les règles qui sont fixées avec des objectifs communs, éventuellement déclinés pour chaque pays, mais les solutions vont quand même malgré tout rester dans une grande proportion locale. Merci. On va laisser la parole à Augustin pour la question suivante. Alors oui, je crois qu'il y avait une question de Bastien avant moi, mais en tout cas, donc bonjour, merci. Je me posais la question à propos notamment des tensions sur les ressources en métaux rares que vous avez mentionnées. Qu'est-ce que vous pensez des approches low-tech avec probablement des systèmes peut-être moins efficaces, mais énergétiquement parlant, mais maîtrisables localement et plus résilients s'il y a des crises d'accès à ces ressources-là? C'est une très bonne question. Alors, les low-tech, idem, hein, j'y serais très favorable dans le meilleur des mondes. J'ai eu beaucoup de discussions avec Philippe Biwi, que j'ai rencontré au cours d'une conférence en 2016. Je coordonne aussi un ouvrage collectif sur les questions des problématiques associées aux ressources minérales auxquelles il participe. Alors, évidemment que les low-tech, si je puis dire, ça ne peut être que favorable, notamment pour diminuer ces questions de complexité du système, de recours à des métaux qui sont souvent high-tech, qui ne sont pas produits sur nos territoires. Mais ça nécessite en fait de repenser souvent l'ensemble du système. Bon, je vous prends un exemple très simple. Aujourd'hui, on voit qu'il y a eu une pénétration très forte des SUV, hein, des véhicules très lourds, etc. Les constructeurs automobiles qui ont développé les SUV ne l'ont sûrement pas fait pour des raisons machiavéliques. Hein. Leur objectif, ce n'était pas de polluer davantage, mais c'était un levier stratégique pour essayer d'augmenter simplement les marges qu'ils pouvaient faire sur les véhicules. Hein. Tout simplement, quand vous vendez un véhicule qui est plus lourd, qui a plus d'options, qui a plus de confort, etc., potentiellement, vous pouvez augmenter la marge par véhicule vendu. Donc, c'était un moyen pour eux d'augmenter, de pouvoir perpétuer la poursuite de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices nets comptables. Hein. Donc, si demain on passe à du low-tech, hein, c'est très bien. Déjà, quid de la désirabilité des low-tech, hein. Moi, j'y serais pour parce que je suis assez engagé. J'essaye de limiter la dissonance cognitive entre mes recherches et puis mon mode de vie. Mais quand je discute avec même des gens de mon milieu, hein, tout le monde n'est pas sensibilisé à ces problématiques. Donc, je ne sais pas si… il y a une vraie question de savoir si demain, on va vers des politiques de sobriété économique, de low-tech, etc. Finalement, est-ce que c'est désirable d'un point de vue de bien-être humain, hein? Je ne suis pas certain. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on ait la recette pour pouvoir convaincre la population d'adopter ces low-tech. Hein. Quand depuis 50 ans, on nous serine que la réussite sociale, c'est d'avoir une maison pavillonnaire, une voiture berline de luxe, etc. Même le mythe de la véhicule électrique, je veux bien à Tesla, hein, c'est la perpétuation de ça. Hein. C'est en fait, surtout ne consommez pas moins, il suffit de consommer autrement. On va changer simplement le contenu du PIB, mais voilà, on bascule sur du véhicule électrique. Mais effectivement, on a toujours cette dépendance très forte aux matières premières. Donc, les low-tech, c'est probablement une très bonne solution sur le long terme, mais il manque, il me semble, les outils socio-économiques pour pouvoir convaincre la population. Et puis, quid aussi de l'impact sur le PIB. Je ne suis pas sûr que les low-tech, Philippe Biwi peut-être un avis différent là-dessus, mais je ne suis pas sûr que ça soit compatible avec la perpétuation du business as usual, hein, c'est-à-dire
la perpétuation de la croissance économique. Si demain, on vend des véhicules qui pèsent 500 kg, qui sont ultra simplifiés, qui consomment 2 litres au 100, bah, très bien, ça sera super. Par contre, je ne pense pas qu'on pourra les vendre au même prix et donc je ne pense pas qu'on pourra continuer à vendre de la croissance verte derrière tout ça. Beaucoup. Merci pour cette réponse. On va s'arrêter là pour les questions puisqu'il est déjà à 12h35. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Avec cette conférence qui complétait très bien les 2 premières que nous avons eues ce matin. Nous espérons vous revoir dans les conférences suivantes du séminaire. Et donc, pour tout le monde, nous allons nous retrouver donc, cet après-midi à 13h30 pour la conférence d'Alain Grandjean. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.